Le 10 janvier 2020, la caméra a capturé les derniers souffles de la Katrina, une assassine notoire du cartel qui a affiché ses armes et ses causes en ligne, alors que le karma a fini par la rattraper lorsque sa cachette a été prise d'assaut par ses ennemis. Voici les femmes des barons de la drogue qui ont joué avec les mauvais cartels. Mayra Lemos. Le 18 février 2011, la ville de Ciudad Pedro de Alvarado, au Guatemala, bouillonnait d'enthousiasme et d'impatience à l'approche des prochaines élections locales. Dans un hôtel cosy, Mayra Lemos, candidate à la mairie, déjeunait avec ses fidèles partisans. Ils ne savaient pas que la mort rôdait dehors. Soudain, 2 camions blindés se sont arrêtés devant l'hôtel. Une douzaine d'hommes masqués en ont sauté, armés de fusils d'assaut. Ils ont fait irruption dans l'hôtel et ont ouvert le feu sur les convives sans méfiance. Le sang giclait de partout, des cris fusaient dans l'air, des corps tombaient à la pelle. Au total, 8 personnes sont mortes ce jour-là, dont Mayra. Mais ce n'était pas la première fois que quelqu'un tentait d'assassiner Mayra Lemos. En 2006, une voiture transportant Mayra et ses proches a été prise dans une embuscade par un groupe d'hommes armés. Mayra s'en est sortie avec des blessures légères, mais sa nièce a été tuée sur le coup. Maintenant, la question est, qui voudrait la mort de Mayra et pourquoi? La réponse était simple, Mayra était un baron de la drogue notoire. Elle était l'une des reines de la pègre guatémaltèque. Elle avait la réputation d'être impitoyable, violente et sans cœur. Elle était célèbre pour être une tueuse. Toute la ville avait peur d'elle parce qu'elle était une meurtrière. C'est aussi simple que cela. Elle décidait qui vivait et qui mourait. C'est ainsi que les habitants terrifiés décrivaient Mayra. Elle a semé la peur dans le cœur de chacun et a dirigé son empire de la drogue d'une main de fer. Sa cruauté ne connaissait aucune limite. Elle ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle tuait sans hésitation, ne montrant aucune pitié envers quiconque osait croiser son chemin, même ses proches. La rumeur veut que Mayra ait assassiné son propre mari et se soit débarrassée de son corps dans un quartier isolé de la ville. Cependant, ses restes n'ont jamais été retrouvés et elle n'a jamais été officiellement considérée comme une personne intéressante dans sa disparition. Mais ce n'est pas tout, Mayra avait également sous son contrôle toute la ville et les forces de police, et elle avait même l'ambition de contrôler le pays tout entier. Bref, personne n'osait contester son autorité. Personne, enfin, sauf un homme. Lorsque Mayra a été tuée, la famille Lemos était l'une des 2 dernières candidates au poste de maire. L'autre était Roberto Marroquín Fuentes, rival politique de Mayra et chef d'un cartel criminel rival. Il voulait reprendre le trafic de drogue dans la ville et dans tout le pays. Et pour que cela se produise, Mayra et sa famille devaient être éliminés. Lorsque Mayra a été tué, il était naturellement le principal suspect, mais il avait un alibi, il a affirmé qu'il n'était pas à proximité de l'hôtel lorsque la fusillade s'est produite, et a nié toute implication dans l'attaque. Mais la sœur de Mayra, Marixa, ne le croyait pas. Elle était convaincue qu'il était à l'origine du meurtre de sa sœur bien-aimée, et elle a juré de venger sa mort. Marixa était tout aussi féroce et redoutable que Mayra. Elle l'a hérité de l'empire de la drogue de sa sœur et de sa soif de sang. Et elle l'a juré de tuer Marroquín et tous ceux qui se mettraient en travers de son chemin. Elle l'a tenté à 3 reprises de l'assassiner, mais à chaque fois, il l'a miraculeusement survécu. Eh bien, soit il avait de la chance, soit il était bien protégé, ou alors les deux. Avant de pouvoir tenter une 4e fois, Marixa a été capturée par les autorités et jetée en prison. Mais elle n'a pas abandonné. Elle avait encore un objectif. Elle a réussi à s'échapper à 2 reprises, et à chaque fois, Marroquín retenait son souffle. Lorsqu'elle a été capturée après sa 2e évasion, elle a été envoyée dans une prison militaire à sécurité maximale. Cependant, la rumeur dit qu'elle est toujours en train de planifier et d'attendre l'occasion idéale de se libérer une 3e fois et enfin de venger sa sœur, Mayra. La Cholita. Elle était connue sous le nom de La Cholita, tueuse à gages intrépide qui défiait la mort à chaque instant. Elle a travaillé non pas pour un, mais pour 2 cartels impitoyables au Mexique, la Nueva Familia Michoacana et Los Biagras. Elle n'avait aucune pitié, aucune peur et le danger la suivait partout où elle allait. Pourtant, ce ne serait que ses publications audacieuses sur les réseaux sociaux et ses vidéos YouTube qui finiraient par sceller son destin. Identifiée comme Lucy Cruz sur son profil de réseaux sociaux et Castillo Hernandez sur un autre, la Cholita a utilisé les réseaux sociaux et YouTube pour afficher ses exploits et narguer ses ennemis. Elle a posté des vidéos et des photos d'elle-même avec des armes, de l'argent et de la drogue. Elle a même osé insulter le chef du cartel le plus puissant et le plus redouté du pays, El Mencho. El Mencho est le chef du tristement célèbre cartel de nouvelle génération de Jalisco, CJNG, connu pour sa violence brutale et son implication dans des milliers de meurtres.
C'était un ancien policier qui est devenu l'un des criminels les plus recherchés du Mexique et aux États-Unis, surpassant le tristement célèbre Joaquín El Chapo Guzmán. Et bien, en bref, ce n'est certainement pas quelqu'un avec qui s'embêter. Cependant, il semble que la Cholita ne soit pas tout à fait d'accord avec cela. Elle se croyait intouchable, elle se croyait invincible, et elle faisait mal de le penser. Que les deje más cosas. Porque les importa más cosas, dice. Que le deje más cosas. En novembre 2020, elle commet sa dernière erreur. Elle a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle accuse le CJNG d'être des lâches pour avoir abandonné un camion rempli d'armes. Dans la vidéo, elle s'est moquée d'eux, les a défiés et provoqués. Eh bien, ce genre d'audace n'est pas passé inaperçu. Peu de temps après cette vidéo, la tueuse à gages a disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Personne ne sait où elle est et personne ne sait si elle est vivante ou morte. Certains disent qu'elle a été kidnappée et torturée par le CJNG. Certains disent qu'elle a été tuée et jetée dans une fosse commune. D'autres disent qu'elle est toujours en vie, cachée quelque part, attendant l'occasion de riposter. Mais une chose est sûre, lorsqu'on provoque El Mencho, on ne peut jamais s'attendre à une fin heureuse. Griselda Blanco. En septembre 2012, une balle dans la tête a finalement fait taire celle qui avait fondé l'un des cartels les plus impitoyables de l'histoire. Qui était-elle, demandez-vous? Elle était la femme la plus redoutée de la pègre de Miami. Elle était la reine de la cocaïne. Elle était la madrina. Griselda Blanco était un baron de la drogue colombien qui est entré en jeu bien avant que Pablo Escobar ne devienne même un nom connu. Alors qu'Escobar allait dominer les années 1980, Blanco était la dirigeante sans égale des années 1970. De plus, elle avait une soif de sang inégalée et jamais rencontrée. Durant son règne de terreur, Blanco s'est fait d'innombrables ennemis en Colombie et aux États-Unis, et elle ne reculait devant rien pour les éliminer. Des fusillades dans les centres commerciaux aux attaques au volant menées par des escouades à moto, en passant par les invasions de domicile, Griselda Blanco était l'une des femmes les plus meurtrières de tout le commerce de la cocaïne colombienne. On pense qu'elle était responsable d'au moins 200 meurtres et certains spéculent même que ce nombre pourrait atteindre 2000. Un ancien détective a fait remarquer un jour: les gens avaient tellement peur d'elle que sa réputation la précédait partout où elle allait. Griselda était pire que n'importe quel des hommes impliqués dans le trafic de drogue. Griselda Blanco est née pour tuer. À l'âge de 11 ans, elle l'aurait kidnappé et assassiné un garçon contre rançon. Et lorsque ses parents n'ont pas payé, elle l'a tué de sang-froid. Mais la terreur qu'elle infligeait aux autres, elle-même y était confrontée chez elle. En conséquence, elle s'est enfuie de son foyer violent et a vécu dans les rues de Medellín, où elle a appris à survivre en volant et en vendant son corps. Blanco a eu pour la première fois l'occasion de transformer le crime en un gros business lorsqu'elle l'a rencontré puis épousé Carlos Trujillo, un passeur d'immigrants sans papier vers les États-Unis. Même s'ils ont eu 3 enfants ensemble, leur mariage n'a pas duré. Blanco fera plus tard tuer Trujillo, faisant de lui le premier de ses 3 maris à mourir de sa propre main. Son deuxième mari, Alberto Bravo, l'initie au commerce de la cocaïne. Ils ont déménagé dans le Queens à New York, où ils ont construit un immense empire. Ils avaient un lien direct avec la Colombie et ont volé le marché de la mafia italienne. Et là, elle a gagné le surnom de la marraine, ou la madrina. Elle avait une manière géniale de faire entrer clandestinement de la cocaïne à New York. Elle a fait voyager des jeunes femmes dans des avions avec de la cocaïne cachée sous leurs sous-vêtements. Ce programme s'est avéré efficace pendant un certain temps, lui permettant de gagner de l'argent plus rapidement qu'elle ne pourrait jamais le dépenser. Cependant, sa nouvelle infamie attira toutes sortes d'attentions indésirables, conduisant finalement à la chute de son empire à New York. En 1975, elle et Bravo ont été pris dans une énorme opération NYPD-DEA appelée Opération Banshee. Cependant, avant de pouvoir être inculpée, Blanco a réussi à s'échapper en Colombie où elle a brutalement tué son mari de l'époque, Bravo, lors d'une fusillade pour des millions de personnes disparues. Blanco a fini par échapper à la justice et a poursuivi ses activités depuis la Colombie et a commencé à envoyer de la cocaïne aux États-Unis par tous les moyens possibles. En 1976, elle aurait introduit clandestinement de la cocaïne sur un navire appelé Gloria, qui participait à une course du bicentenaire dans le port de New York. Elle décide alors de s'installer à Miami, où elle devient la reine de la cocaïne. Elle a été l'une des premières à établir la scène de la cocaïne à Miami et à distribuer de la drogue à travers le pays, grâce à ses compétences avisées. Pour cette raison, elle a vécu une vie de luxe.
Elle avait des maisons luxueuses, des voitures hors de prix et même un jet privé. Rien n'était interdit pour elle. Elle organisait également des soirées endiablées qui attiraient tous les grands noms du monde de la drogue. Mais n'oublions pas qu'elle jouait encore un jeu mortel. À Miami, elle l'affronte de féroces rivaux, dont le cartel de Medellín. C'était une question de temps avant qu'une guerre de territoire ne commence et transforme le sud de la Floride en champ de bataille. Le 11 juillet 1979, certains hommes de main de Blanco ont tué un trafiquant de drogue notoire au magasin Crown Liquor du centre commercial d'Edland. Ensuite, ils ont pourchassé les employés du magasin à travers le centre commercial et leur ont tiré dessus. C'était comme quelque chose sorti du livre de jeu du Joker. Les assassins sont arrivés dans une camionnette de livraison blindée avec les mots « Happy Time Complete Party Supply » affichés en gras sur le côté. Nous l'appelons un wagon de guerre parce qu'il avait des plaques d'acier sur les côtés, avec des trous pour tirer, a expliqué un détective des homicides. La police a fini par saisir le chariot de guerre et Blanco a donc dû trouver un meilleur plan d'évasion pour ses assassins. Ils utilisaient souvent des motos pour leurs coups, une méthode qu'elle a inventée dans les rues de Medellín. Malheureusement, des centaines de personnes, innocentes ou non, ont connu leur fin de cette façon. Blanco était une personne qui terrifiait tout le monde, même ses collègues barons de la drogue. Comme l'a dit un expert, d'autres criminels ont été tués dans un but précis. Ils investiguaient avant de tuer. Blanco tuait d'abord puis disait « Eh bien, il était innocent, dommage, mais il est mort maintenant ». Son tueur à gages le plus fidèle, Jorge Ayala, a déclaré que lorsque Blanco ordonnait un coup sûr, cela signifiait que tout le monde autour serait probablement anéanti. Personne n'a été épargné, pas même les femmes ou les enfants. Blanco n'avait aucun respect pour la vie humaine. Dans les années 1980, le pouvoir de Blanco a atteint son apogée alors qu'elle dirigeait un empire de drogue d'$1 milliard qui faisait entrer clandestinement 3400 livres de cocaïne aux États-Unis chaque mois. Mais la loi se rapprochait d'elle. Quelques années plus tard, la DEA l'a retrouvée et arrêtée. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. En 1994, Blanco a eu un choc derrière les barreaux lorsque son tueur à gages de confiance, Ayala, s'est retourné contre elle lors d'un procès pour meurtre. Cela a fait s'effondrer la tristement célèbre Madrina. Ayala avait suffisamment de preuves pour l'envoyer plusieurs fois sur la chaise électrique. Mais étonnamment, un scandale téléphonique entre Ayala et une secrétaire du bureau du procureur du district de Miami-Dade a gâché l'affaire, Ayala ayant perdu sa crédibilité en tant que témoin vedette. En conséquence, Blanco a évité la peine de mort et a conclu un accord de plaidoyer. Elle n'a purgé que 6 ans de prison. Après sa libération, elle a été renvoyée en Colombie, mais elle n'y était pas la bienvenue, elle s'était fait trop d'ennemis. Le 3 septembre 2012, à 69 ans, Griselda Blanco a reçu 2 balles dans la tête devant une boucherie de Medellín. Blanco a été tué dans une fusillade de voiture de la même manière qu'elle en a tué beaucoup d'autres. On ne savait pas clairement qui l'avait fait, certains soupçonnaient qu'un cartel rival l'ait assassiné, tandis que d'autres pensaient qu'il pourrait s'agir d'un parent vengeur de ses victimes. Eh bien, Blanco avait tellement d'ennemis qu'il était difficile de le dire. Karen Lisbeth Yepes Ortiz. 11 janvier 2020, c'était censé être le jour le plus beau de sa vie. Mais pour Karen Lisbeth Yepes Ortiz, le jour de son mariage a tourné au cauchemar. Alors qu'elle échangeait ses vœux avec son époux, le baron de la drogue notoire connu sous le nom de El Calamardo, un groupe d'armés a fait irruption dans l'église et a ouvert le feu. Karen est tombée au sol, mortellement blessée, et son palefrenier a été emporté par les assaillants. Non seulement son mari était un baron de la drogue, mais Karen était également la sœur d'un baron notoire et venait d'une famille fortement impliquée dans le trafic de drogue et en rivalité avec l'organisation criminelle la plus puissante et la plus impitoyable du Mexique, le CJNG. Cet assassinat brutal qui a choqué même un pays habitué à la violence a été témoin d'une dizaine d'invités terrifiés qui ont pris la fuite, paniqués. Les tueurs à gages du CJNG portant des gilets pare-balles avec leur logo n'ont montré aucune pitié. Et ils ont tiré sur tous ceux qui croisaient leur chemin, tuant un garçon innocent sur une moto devant l'église. Le cerveau derrière cette attaque sanglante était El Mencho lui-même. Il était engagé dans une âpre querelle avec le frère de Karen, José Antonio Yepes Ortiz, connu sous le nom d'El Marro, chef du cartel de Santa Rosa de Lima spécialisé dans le vol de carburant dans les pipelines de Guanajuato. L'étincelle qui a déclenché la querelle meurtrière avec le CJNG a été une narcomanta, une bannière apparue à Guanajuato, menaçant le président mexicain de retirer ses forces de sécurité de l'État sous peine d'une nouvelle effusion de sang.
La bannière a été signée par le cartel de Santa Rosa de Lima del Marro, mais El Marro a rapidement nié toute responsabilité à propos de la bannière, affirmant qu'il s'agissait d'un piège tendu par son ennemi juré, El Mencho. Mais El Mencho n'aimait clairement pas que son nom soit cité et était déterminé à éliminer le cartel d'El Marro et à s'emparer de leur territoire. Le message du mariage était un message clair, mais pour El Marro, qui a réussi à s'échapper des lieux, laissant sa sœur derrière lui. Le CJNG a ensuite publié des vidéos se moquant d'El Marro pour sa lâcheté. Après le mariage, El Marro s'est caché et personne ne sait encore où il se trouve. Eh bien, je suppose qu'on ne peut pas vraiment attendre autre chose d'un gars qui s'est enfui pour se sauver, abandonnant sa propre sœur dans le processus. Roselyn Alejandra Nino. Elle la sourit gentiment à la caméra, tenant une arme à feu et portant un gilet pare-balles. Il s'agissait de Roselyn Alejandra Nino, alias La Flaca, une tueuse de sang-froid du cartel du Golfe. Mais son sourire allait bientôt s'estomper car sa photo devenait virale sur les réseaux sociaux, exposant son identité à ses ennemis. La Flaca, qui signifie la maigre en espagnol, était un surnom que lui avait donné le cartel du Golfe, en raison de son physique élancé. C'était aussi une référence à Notre-Dame de la Sainte-Mort, une sainte squelette vénérée par de nombreux Mexicains et populaire parmi les trafiquants de drogue. Mais la Flaca n'était pas un nom unique dans le monde souterrain. 2 autres femmes assassines partageaient le même pseudonyme et elles ont toutes 2 connu une fin horrible, comme si le nom lui-même était maudit. Au Mexique, les femmes comme Roselyn étaient souvent recrutées par des groupes de crime organisés pour leur apparence et leur charme. Ils les ont aidées à se fondre dans la masse et à éviter les soupçons de leurs rivaux et des autorités. Ces femmes commencent souvent comme vigiles du crime organisé ou comme travailleuses du sexe, mais elles gravissent rapidement les échelons pour devenir des fantassins du cartel. Le 5 janvier 2015, le sort de Roselyn a été scellé lorsqu'un utilisateur anonyme a divulgué sa photo souriante à Valor por Tamaulipas, une page de journalistes citoyens qui couvrait les questions de sécurité et de criminalité. La photo s'est répandue comme une traînée de poudre sur Facebook et Twitter. L'image présentait Roselyn comme une tueuse à gages du cartel du Golfe, travaillant à Rio Bravo, Tamaulipas. Elle avait l'air innocente et presque enfantine, mais son arme et son gilet représentaient sa vraie nature. Les enquêteurs ont découvert plus tard que la fuite provenait de Los Metros, une faction rivale du cartel du Golfe en guerre contre Los Ciclones, le groupe de Roselyn. La fuite visait à affaiblir Los Ciclones et à dénoncer ses membres sur les réseaux sociaux, dans l'espoir de les humilier et d'en faire des cibles d'arrestation ou d'assassinat par des cartels rivaux. Roselyn a fait partie des responsables de la lutte contre Los Metros. Son groupe avait pour tâche d'empêcher les attaques de Los Metros à Rio Bravo, Tamaulipas. Rio Bravo était principalement contrôlé par Los Metros, ce qui exposait Los Ciclones à un risque plus élevé lors de leurs opérations là-bas. Cela rendait le travail de Roselyn très risqué et la fuite d'informations ne faisait qu'augmenter le danger. Elle savait qu'elle vivait en sursis, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela se termine si tôt. Le 12 avril 2015, Roselyn et 2 de ses complices de Los Ciclones ont été capturés par Los Metros. C'était le dernier jour où quelqu'un les avait vus vivants. Un jour plus tard, les autorités mexicaines de Matamoros à Tamaulipas sont tombées sur une scène horrible. Le corps mutilé de Roselyn a été enfermé dans une glacière sur un parking de Soriana. Le reste de sa dépouille était dans des sacs plastiques. Mais elle n'était pas seule. Les tueurs avaient également laissé les corps d'une autre femme et d'un homme, tous 2 démembrés et décapités. Il s'agissait également de membres de Los Ciclones qui montraient des signes de torture avant d'être tués, probablement pour leur soutirer des informations. La seule façon pour les autorités d'identifier Roselyn était de lui faire un tatouage sur l'avant-bras avec le mot Niño, son nom de famille. Mais la sauvagerie de Los Metros n'était pas encore terminée. Ils se sont rendus sur Twitter pour afficher leurs horribles trophées, publiant des photos de corps mutilés comme message au groupe de Roselyn. L'une des photos montrait Roselyn au sol, battue et contusionnée, à côté de 2 autres victimes quelques instants avant qu'elle ne soit démembrée. Sur une autre photo, les parties du corps de Roselyn étaient entassées dans la glacière. À côté des cadavres, Los Metros avait griffonné un avertissement effrayant à Los Ciclones. L'avertissement disait « C'est le sort de toutes les racailles qui soutiennent Los Ciclones ». L'avertissement se moquait également de Los Ciclones pour avoir utilisé des femmes soldats et les menaçait de davantage de carnage s'ils osaient pénétrer sur leur territoire. María Guadalupe López Esquivel.
Le 10 janvier 2020, Internet a été choqué par une vidéo horrible d'une femme mourante, trempée de sang à bout de souffle. Elle n'était autre que Maria Guadalupe López Esquivel, connue sous le nom de la Catrina, une tueuse à gages notoire du cartel qui a connu son sort entre les mains des autorités mexicaines. Elle a été coincée dans une maison sûre avec d'autres membres armés du redoutable CJNG. Alors que la police prenait d'assaut les lieux, une caméra corporelle a enregistré les moments déchirants de son combat final. Elle est tombée derrière un mur, le visage et les vêtements tachés de sang, alors qu'elle tendait la main vers la caméra dans un appel désespéré. Le 14 octobre 2019, quelques mois plus tôt, elle avait dirigé une escouade d'hommes armés du CJNG lors d'une attaque sauvage contre des agents de police d'État à El Aguaje, une ville d'Aguililla. Les policiers étaient là pour exécuter un mandat, mais ils sont tombés dans un piège mortel. Les images effrayantes des conséquences montraient plusieurs officiers gisant au sol, morts ou blessés, tandis que leur véhicule était criblé de balles provenant d'armes de gros calibre. L'assaut a fait au moins 9 policiers blessés. Avant de fuir les lieux, la Catrina et ses complices ont laissé derrière eux 2 messages sur un panneau d'affichage, revendiquant la responsabilité du massacre et menaçant d'autres officiers qui travaillaient avec des cartels rivaux. Le 10 janvier, la situation tourne pour la jeune assassine. Selon les médias locaux, elle se cachait dans une maison avec d'autres membres du CJNG, mais quelqu'un a prévenu les autorités et celles-ci ont lancé un raid sur les lieux. Une violente fusillade s'ensuit, au cours de laquelle la Catrina reçoit une balle dans le cou. Les images choquantes du raid montraient la Catrina allongée sur le sol, luttant pour sa vie, tandis qu'un policier tentait de la réconforter. Il l'a dit: « Calme-toi ma petite, l'hélicoptère vient pour toi, il arrive dans pas longtemps, t'inquiète, tout ira bien pour toi, essaie de t'accrocher. » Pendant ce temps, d'autres membres du CJNG ont tenté de bloquer les routes pour empêcher les autorités de partir, obligeant les militaires à faire appel à un soutien héliporté. Dans une autre vidéo, on peut voir un soldat portant la Catrina et s'agenouillant au sol, avant de la mettre à bord d'un hélicoptère qui l'attendait à Tepalcatepec. Malheureusement, il était trop tard. Elle est décédée quelques minutes après le décollage de l'hélicoptère. Mais comment une jeune femme s'est-elle retrouvée dans une telle situation? La Catrina, qui tire son surnom du squelette emblématique qui symbolise les jours des morts au Mexique, était un membre de haut rang du cartel CJNG. En 2017, avant cela, elle avait quitté sa ville natale Tepalcatepec, où elle avait croisé la route de Miguel LM2 Fernandez, un leader du CJNG. Elle est tombée amoureuse de lui et a rejoint le cartel, s'élevant rapidement sous sa tutelle et menant une vie somptueuse au sein du monde criminel. Mais comme cela arrive souvent dans une vie de crime et dans le monde dangereux des cartels de la drogue, ce style de vie a été de courte durée. Elle n'avait que 21 ans lorsqu'elle a connu une fin aussi tragique.